Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live du mercredi 6 novembre. On est dans un cadre un petit peu particulier aujourd'hui, d'ailleurs vous voyez, je ne m'auto-filme pas, j'ai Sophie qui me filme. On est ici au Higashi Honganji, donc qui est en fait le temple dans lequel j'ai été ordonné il y a 2 ans. C'est honnêtement un des plus beaux temples de Kyoto. Je dis pas ça parce que j'ai été ordonné dedans, hein, bon, je suis un peu biaisé, mais bon voilà, quand même pas que, hein, c'est vraiment un des plus grands et des plus beaux temples de Kyoto. Là, je suis devant le Goeido, qui est en fait un des bâtiments, voire le bâtiment avec le plus grand toit en bois du monde. Alors ça se voit peut-être pas forcément d'ici, parce que voilà, je suis petit, mais regardez un petit peu tout ça derrière. Vous voyez à quel point le bâtiment est extrêmement grand. Et donc on va aller faire un petit tour à l'intérieur aujourd'hui. On a cette autorisation parce que j'ai été ordonné ici. C'est cette chance qu'on a. Donc on va aller voir à l'intérieur. On ne peut pas rester très longtemps malheureusement aujourd'hui dans ce premier bâtiment, il y en a deux, tout simplement parce qu'il va y avoir un service juste après. On ne peut pas filmer les services malgré les autorisations que j'ai eues. C'est par respect pour les personnes qui suivent ce service. Donc on va y aller le temps qu'on a et je vais vous parler un petit peu de ce bâtiment. Alors on va essayer de ne pas trop filmer les gens. On va partir sur le côté. Donc je vous propose déjà d'observer la taille du bâtiment. Vous voyez à quel point le bâtiment est très grand. Le bâtiment malheureusement a brûlé au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, et il a dû être reconstruit. À la base, il datait du début du 17e. Donc le bâtiment qu'on a ici date du coup, je le disais, de fin 19e. Vous pouvez voir la taille. Quand on regarde la taille des piliers, vous voyez le travail qu'il y a pour maintenir un bâtiment pareil. Et donc je vous disais, ici on est dans le Goeido, c'est-à-dire c'est le hall du fondateur, Shinran Shonin, qui est donc le fondateur de cette école, qui a vécu au XIIIe siècle. Donc c'est une école qui a maintenant plus de 800 ans, donc ce n'est pas une école récente. Et bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, vous voyez que j'ai des cheveux, ce qui peut paraître bizarre. C'est une école en fait qui autorise ses prêtres à se marier, à avoir des enfants, à avoir des cheveux. En fait, on ne suit pas les préceptes bouddhistes qu'on considère comme étant actuellement non applicables à la vie quotidienne. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pu me marier tout ça, mais pour la cérémonie, eh bien, j'ai dû me raser les cheveux. Donc je vous propose d'avancer un petit peu, on va aller regarder notamment les décorations. Ce qui est impressionnant à voir, vous voyez ces magnifiques lanternes qu'on a ici. Ce qui est très impressionnant dans ce temple aussi, eh bien, ça va être les décorations qu'on a qui sont extrêmement travaillées. Je vous invite à les voir avec moi. Donc vous voyez ici des décorations, je vais m'installer, des décorations en fait qui représentent ici des musiciennes célestes qui jouent de différents instruments traditionnels japonais. Vous pouvez reconnaître notamment ici par exemple un koto, nous avons à côté un sho. Donc voilà, le détail est incroyable, malheureusement on ne peut pas les voir de beaucoup plus près, mais c'est extrêmement finement ouvragé. Et donc ces musiciennes célestes, tout simplement, elles accompagnent le Bouddha pour faire la musique derrière. C'est la musique de cour qui accompagne le Bouddha dans ses déplacements. Et vous voyez, elles sont vraiment magnifiques, ces musiciennes célestes. J'ai une petite préférence pour celles qui jouent du sho en hauteur, là-haut, l'instrument à bouche, qui est un orgue à bouche qu'on continue à jouer de nos jours. Donc voilà un des éléments importants, bien sûr. Je vous ai dit, c'était le hall du fondateur. En fait, on a ici la sculpture de Shinran Shonin, donc le fondateur du Jodo Shinshu, qui est vénéré dans ce hall ici, bien sûr, personnage le plus important pour nous autres pratiquants du Jodo Shinshu. Vous pouvez voir aussi la taille de l'autel, c'est assez difficile de s'en rendre compte. Et au-dessus, vous voyez marqué Kenshin, qui est en fait une de ces appellations posthumes, mais nous, en fait, on l'appelle tout simplement Shinran Shonin. Donc Shonin étant une marque de respect, puisque c'est le fondateur du Jodo Shinshu. Ce que vous voyez d'ailleurs devant
devant donc la statue, vous avez un autel sur lequel on retrouve un certain nombre d'éléments importants. On retrouve un vase avec du coup des fleurs, de l'ikebana, une bougie à droite et au milieu de l'encens, qui sont du coup les offrandes qu'on fait habituellement dans ce type de circonstances. On va continuer un petit peu, je vous propose de continuer, on va regarder un petit peu sur le côté, on va passer derrière pour ne pas déranger les gens. Ouais. Ok. Ouais, on va commencer à bouger. Donc quand je vous disais, on va devoir bouger parce qu'il va y avoir après un service ici, donc on ne peut pas rester trop longtemps. Je vais attirer votre attention sur un élément qu'on trouve juste dehors, justement, qui est assez intéressant. Déjà, la passerelle en elle-même est très jolie, et il y a un petit peu d'explication sur la reconstruction du temple en lui-même. Ici, on a un petit peu d'explication sur la façon dont ils ont pu ramener, je vous parlais des énormes piliers qui se trouvent dans le temple. Ici, on a des explications sur la façon dont ils ont pu ramener ces énormes piliers qui venaient de la montagne. Donc, vous voyez, ils ont fait ici, je vous montre une petite maquette qui montre ça, qui mettait ces énormes piliers sur des traîneaux qui leur permettaient ensuite de descendre de la montagne. Il y a eu énormément d'accidents qui se sont passés pendant ces opérations parce que vous voyez bien le côté extrêmement dangereux de l'opération. À tout moment, ça peut capoter. Et une des caractéristiques importantes de ça, c'est qu'en fait, pour tirer ces énormes bouts de bois, ils avaient besoin de cordes extrêmement résistantes. Et un des meilleurs matériaux qu'ils ont trouvé, eh bien, en fait, c'était de faire des cordes à base de cheveux. Donc en fait, pour la reconstruction du temple, les fidèles, surtout des femmes, ont donné leurs cheveux pour construire des cordes extrêmement solides afin de pouvoir ramener ces piliers pour construire le temple. Et donc là, on a un exemple ici d'une de ces cordes en cheveux. Vous voyez la taille et le nombre de cheveux qui ont été nécessaires. Et donc c'était vraiment perçu comme une offrande au temple pour aider à la reconstruction, pour faire partie de cette reconstruction. Donc vraiment cette corde en cheveux, on va dire c'est un hommage vraiment à toutes ces personnes qui sont sacrifiées des parties d'elles-mêmes pour aider à la reconstruction de ce temple. Et ça montre vraiment l'importance qu'avait ce temple pour les fidèles déjà à l'époque. Et là, vous avez derrière un modèle qui montre ces traîneaux. En fait, on avait deux traîneaux principaux, celui sur lequel reposaient les piliers, et derrière un petit traîneau qui servait notamment à guider. Donc c'est très artisanal, mais je rappelle que cette reconstruction a eu lieu à la fin du 19e, donc on était très très loin d'avoir les techniques qu'on a actuellement. Tout était encore fait vraiment de façon très artisanale, et ça permet d'autant mieux d'apprécier quand on voit la beauté de ce temple, la beauté des piliers qui sont là, la taille de ces piliers, le travail que ça a pu demander du coup pour le ramener jusqu'ici, au cœur de Kyoto, à partir des montagnes. Voilà. Et donc je vous invite à me suivre, on va aller voir du coup le hall d'Amida cette fois. Qui est déjà tout fermé. Voilà, le hall d'Amida. Alors là, cette fois-ci, les portes sont fermées parce qu'on s'approche doucement de la fin de la journée du temple. Normalement, derrière moi ici, devant moi ici, se trouve
une statue du Bouddha Amida, le Bouddha Amida qui est le Bouddha vénéré dans le Jodo Shinshu. Pour rappel, Amida, c'est le symbole de la compassion et de la sagesse absolue. C'est le Bouddha de la lumière infinie, le Bouddha de la vie infinie. C'est un des seuls Bouddhas d'ailleurs à avoir deux noms comme ça, un Bouddha de la vie infinie, Bouddha de la lumière infinie. Et donc ce qui a donné en japonais Amida. Et donc la façon dont on vénère ce Bouddha dans le Jodo Shinshu, en fait, c'est en récitant la formule Namo Amida Butsu, donc qui veut dire hommage au Bouddha Amida. Donc on lui rend hommage. Et donc en récitant cette formule, on peut se connecter avec le Bouddha Amida et profiter du coup de sa sagesse et de sa compassion absolue. Il faut vraiment imaginer le Bouddha comme un symbole infini de compassion qui entoure tous les êtres. Et donc ce hall ici est un petit peu plus petit que le hall du fondateur, mais il est également, comme vous voyez, extrêmement bien ouvragé. Je vous invite à regarder effectivement les différents piliers, l'entrecroisement des différents piliers, la taille du hall également. Et donc sur ce Higashion-ganji, ce qui peut être aussi intéressant de savoir, c'est que de un, ce temple est gratuit. Donc n'importe qui peut venir ici pour assister soit au service du matin qui commence à 7 h, soit tout simplement pour se recueillir ou visiter. Tout le monde est bienvenu, il n'y a aucune personne qui est rejetée, il n'y a pas de frais d'entrée. Donc c'est vraiment une visite que je vous conseille à faire si vous êtes à Kyoto. On est très très près de Kyoto Station, donc la station de Kyoto. On est très très près de la tour de Kyoto également qu'on peut voir depuis l'extérieur. Donc voilà, c'est une visite que moi je vous recommande, même si vous n'êtes pas forcément pratiquant, même si vous ne faites pas forcément partie du Jodo Shinshu, ça reste un des très très beaux temples. Par contre, un point important à savoir aussi, si vous cherchez pour les fans de Goshuin, ici on ne fait pas de Goshuin, tout simplement parce qu'en fait, dans le Jodo Shinshu, on ne croit pas au concept de chance. On ne croit pas au concept de signe qui apporte de la chance, etc., ou de malédiction. Il y a un côté très rationnel là-dedans. Donc en fait, par extension, on ne vend pas d'amulettes, on ne vend pas de Goshuin, etc. Vers le Dor, là-bas, on a une petite boutique souvenir où on vend notamment des livres, mais effectivement, vous ne retrouverez pas la plupart des choses que vous trouverez dans les autres temples. Et ça, c'est pour rester fidèle à la vision de Shinran Shonin qui disait qu'effectivement, tous ces signes-là, en fait, pour lui, ce n'était même pas du bouddhisme. Si on commençait à aller vraiment dans ce concept de chance, malédiction, porte-bonheur, etc., on sortait en fait du cadre du bouddhisme. Et donc pour lui, ce n'était pas acceptable. Donc, en suivant cette tradition, on n'a pas de Goshuin, ni de différents omamori, choses comme ça. C'est des choses qu'on ne fait pas. Ah, dis-moi, oui. Alors, il y a Jacques Doté qui demande est-ce que les bois peints en blanc, est-ce que ça a une signification? Alors, je ne sais pas, mais je vais peut-être. C'est quelque chose que j'ignore en fait. On m'a posé plusieurs fois. Ouais. Alors effectivement, on m'a demandé, vous voyez en fait sur ces différents piliers, il y a des parties blanches et des parties noires, ce qu'on retrouve souvent dans ces temples. On m'a souvent demandé la signification et il faudrait que je fasse des recherches là-dessus parce que de mon côté, je n'ai pas la réponse à ce sujet-là. Donc je ne sais pas, en tout cas l'aspect esthétique est très intéressant. J'imagine qu'il y a une signification, mais malheureusement, on ne me l'a jamais expliqué. Donc je ne peux pas vous aider. Ceux qui nous accompagnent ne sauraient pas. Je ne pourrais pas l'impliquer dedans. Non, on n'a pas le film. Ouais. Okay. Et il y a Temacha qui demande, étant donné qu'il y a plusieurs salles, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans l'organisation et l'utilisation des salles pour les moines ou pas du tout? Oui, alors effectivement, on me demande, donc on a vu qu'il y avait deux halls différents. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Vous avez parlé du fait que celui-là est un petit peu plus petit, celui de Shinran est plus grand. Il n'y a pas réellement de hiérarchie. En réalité, quand on va faire un service bouddhiste ici, on va en général le faire dans les deux halls, l'un après l'autre. Le matin notamment, le service du matin commence dans le hall d'Amida, où les moines vont réciter un sutra très rapidement. Et ensuite, très rapidement dans le sens ils vont le réciter vraiment avec un rythme rapide. Et ensuite, tout le monde va passer dans le hall, dans le Goeido, dans le hall de Shinran, où cette fois-ci, on va continuer le rituel, où on va chanter le Shoshinge, donc les poèmes de Shinran. On va lire une lettre de Rennyo qui est un de ses descendants les plus importants, celui qui a aidé à, on va dire, rassembler les différents groupes Jodo Shinshu. Et ensuite, on va souvent avoir une petite prêche qui va être faite par un invité. Donc voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Ces deux halls sont là, ils sont importants. On a vraiment le vénéré principal qui est le Bouddha Amida et le fondateur qui est Shinran, qui sont finalement les deux éléments les plus importants en tant que pratiquant du Jodo Shinshu. Voilà, puisque c'est Shinran qui a servi à clarifier notre compréhension des enseignements d'Amida.
Donc ça fait vraiment partie des plus grands temples de Kyoto, hein. Je vous ai parlé du fait que effectivement c'est un des plus grands bâtiments en bois du monde, en tout cas le Goeido. À côté on retrouve aussi un autre temple qui fait partie de la même branche qui s'appelle le Nishi Honganji, qui est pas très loin, qui ressemble beaucoup, qui est un petit peu plus petit, surtout au niveau des dimensions du hall de Shinran. Mais voilà, ça peut être aussi une visite intéressante de faire, parce qu'ils sont très proches, de faire Higashi et Nishi Honganji pour voir un peu la différence entre les deux. C'est vraiment deux temples Jodo Shinshu. La différence principale, elle vient en fait des rituels d'une part, on ne chante pas toujours exactement de la même façon. Et au niveau des enseignements, on va dire que le Higashi Honganji est un peu plus moderne. On a des enseignants modernes, type Kiyozawa Manshi par exemple, dont je parle assez souvent, un de mes philosophes préférés, qui, au début du XXe siècle et le long du XXe siècle, en fait, ont modernisé les enseignements en intégrant peu à peu la philosophie occidentale. Et du coup, cette différence, ça marque, cette différence entre le Higashi Honganji et le Nishi Honganji se remarque au niveau des enseignements, principalement là-dessus, sur le côté, en caricaturant, hein, le fait que le Higashi Honganji soit peut-être un peu plus moderniste, là où le Nishi Honganji est un peu plus traditionnaliste. Mais c'est pas vrai pour tout le monde, c'est pas vrai dans 100% des cas, mais si on voulait faire une certaine tendance, c'est la tendance qu'on pourrait faire entre les deux temples. On dirait un reportage professionnel, c'est la classe. On dirait un reportage professionnel, merci. Merci beaucoup. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, hein, qu'on profite qu'on est dans ce temple-là. On peut éventuellement ressortir pour vous montrer un petit peu l'extérieur du temple, comme ça je peux vous expliquer un petit peu les différents bâtiments. Puis comme ça permettra aux gens de fermer tranquillement, sans gêner. Ça permet d'observer un petit peu plus. Ça va nous permettre d'observer justement un petit peu plus, hein, le toit et les différents bâtiments. On a ici la porte principale. Vous voyez, comme dans la plupart des temples bouddhistes, hein, on a ici la cloche également qui est là. On a un petit magasin de souvenirs. En fait, il faut savoir que ce complexe de temple est plus grand que ce qu'on peut voir ici. La plupart des gens, quand ils viennent, en fait, ils vont voir les deux temples principaux. Attends, je vais me mettre là pour ne pas gêner. Ils vont voir les deux temples principaux, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne voit pas. Il y a notamment derrière ici un hall pour tout ce qui est l'entraînement des moines, dans lequel normalement j'irai l'année prochaine pendant une semaine pour faire une retraite bouddhiste, pour accéder au plus haut niveau, un niveau un petit peu plus au-dessus de moine. On a une boutique aussi de souvenirs qui est juste là-bas, où on est allé tout à l'heure, hein, pour regarder un petit peu. Ils ont des livres, notamment quelques livres en anglais. Ils ont un manga sur Shinran. Donc ça peut être sympa aussi pour ceux qui souhaitent acquérir le livre de liturgie en anglais. On le trouve là-bas. On a un centre d'information qui est plus au bout là-bas. Et il y a un bâtiment que malheureusement je ne pourrais pas vous montrer aujourd'hui, mais qui est caché encore derrière, qui ressemble pour moi à la Batcave de Batman, je rigole toujours avec ça. Il y a un bâtiment enfoui sous le sol, avec notamment des auditoriums, des salles de conférence, différentes salles de réunion, etc., qui descend vraiment complètement, je vais revenir là, complètement sous le sol. Donc ça c'est incroyable. Et derrière encore par là-bas, ce qu'on ne voit pas aussi, c'est qu'il y a plusieurs corridors. En fait c'est très grand derrière. Avec différentes salles de réception, différents bureaux pour les moines. Donc en fait ce complexe qui est déjà très grand d'apparence est en fait encore beaucoup plus grand en réalité. Ça fait du bruit avec les portes. Ouais, on peut aller par là-bas si tu veux. Ouais. De là, on peut avoir une belle vue sur ce fameux toit qui est si beau. En tout cas, voilà, moi je dis toujours, n'hésitez pas à venir voir par vous-même le temple, profiter de cette ambiance. Vous pouvez assister, comme je disais, au service du matin qui est à 7h. Le service du matin, vous n'êtes pas du tout obligé de, quand je dis participer, vous n'allez pas être obligé de chanter ou quoi que ce soit. Vous pouvez tout simplement venir ici, vous installer, en plus c'est agréable le matin avant de commencer une journée à Kyoto, suivre le service, en profiter pour vous recueillir, vous détendre.
Et ça permettra de voir ce que c'est qu'un service bouddhiste dans un grand temple comme ça. Tous ceux qui l'ont fait avec moi, en général, ont apprécié vraiment ce moment-là. Ça les a coupés dans leur semaine, ça leur a apporté vraiment un côté spirituel qui était agréable, ça les a ressourcés d'une certaine façon. Donc je vous invite à le faire, n'ayez pas peur, c'est vraiment ouvert à absolument tout le monde. Il n'y a aucune personne qui est exclue, c'est vraiment un haut sous-sommet. Il y a Flamand Rose qui Oui. demande justement si on veut assister à une cérémonie, Oui. où est-ce qu'il faut se rendre, Oui. à quelle heure. Alors si vous voulez assister à une cérémonie du matin, il faut tout simplement venir ici pour commencer à 7 h dans le hall d'Amida. Et ensuite, vous verrez tout simplement, les moines vont vous guider sur ce qui se passe après. Une fois qu'ils auront chanté le sutra, eh bien, tout le monde va sortir par les portes qui sont sur le côté pour passer par cette passerelle-là, rejoindre le Goeido et derrière, tout simplement, faire la suite du service. Donc voilà. Et on ne vous demandera rien entre guillemets, donc vous n'allez pas être stressé sur ce qui va se passer. On ne vous jugera pas non plus sur votre apparence ou quoi que ce soit. Vous pouvez vraiment venir comme vous êtes. Il n'y a strictement aucun problème. C'est ouvert à tout le monde, comme je le disais. Il y a Sachiko Brigitte qui dit quel plaisir de revoir ce magnifique temple où j'ai la chance d'accompagner Greg il y a seulement quelques jours. C'était un moment fort. Les sons de ses prières vibrent en nous. Ah, merci beaucoup. Effectivement, on a eu des commentaires des différents élèves. On a eu une première semaine avec des élèves de la formation Objectif Japon. On est allé ensemble avec ceux qui voulaient, bien sûr, aucune obligation. Ceux qui souhaitaient ont pu venir avec moi au service du matin la semaine dernière par rapport au moment où je filme ça. Et effectivement, ils sont tous ressortis avec une certaine émotion. Ils m'ont tous dit que voilà, ça leur avait fait quelque chose et qu'ils avaient apprécié le moment. Même ceux qui ne sont pas forcément les plus enclins sur le côté spirituel ou religieux, juste le fait de participer à cette expérience-là, c'est déjà quelque chose qui leur a apporté quelque chose. Ça leur a aussi montré vraiment la culture vivante de Kyoto, le fait que ce bouddhisme est encore bien vivant et est encore là, malgré le fait qu'il soit présent depuis plus de 800 ans. Bah, ça leur a fait participer à cette tradition en fait, tout simplement. Et il y a Jardin de Thé qui demande est-ce que tu passes au niveau 2 dans ce temple Oui. Est-ce que c'est sur la disposition des hôtels? Oui, alors effectivement, ce niveau de moine qu'on appelle Kyoshi, je vais le faire donc l'année prochaine. Et donc ce Kyoshi, ce sera en fait la grosse partie va se placer dans un bâtiment qui est sur le côté là-bas, qui est beaucoup plus moderne, où il y a des salles de classe, il y a des dortoirs. Donc on va passer en fait une semaine dans le temple, dans un dortoir. Il y a des bains publics en bas, il y a un réfectoire. Donc on va vraiment passer une semaine entre nous, avec une équipe composée en partie d'occidentaux qui vont avoir le Kyoshi avec moi et probablement des japonais. Donc on aura des traducteurs avec nous et en fait tout simplement bien, le matin il y a moyen de rejoindre ce hall et donc on participera à la cérémonie mais cette fois-ci de façon un peu plus officielle. Là si aujourd'hui moi j'y vais, comme là je ne fais pas directement partie du staff du temple, eh bien je participerai dans la partie on va dire commune avec les fidèles tout simplement. Dans le cadre du Kyoshi, normalement, eh bien, je serai dans la partie plus sacrée, devant la partie sacrée, avec les autres qui s'entraînent. Et donc pour tout ce qui est apprendre à mettre les différents éléments des hôtels, ça va se faire plutôt dans les salles de classe et des salles dédiées qui sont dans le bâtiment plus moderne, pas directement ici. Parce que voilà, là, ici, c'est vraiment complexe. Et nous, dans la vraie vie, si derrière j'ai un temple, eh bien, ce ne sera pas un agencement aussi complexe et beau que ce qu'on a ici. Il y a des agencements beaucoup plus simples pour les petits temples. Parce que moi, je n'aurai pas la place. Si je fais un temple, il sera tout petit. Ce sera un tout petit temple. Voilà. Il y a Dagdek qui vient d'arriver. Ah bah Dagdek qui vient d'arriver. Je suis désolé, j'ai commencé un petit peu plus tôt parce qu'il va y avoir un service à côté, donc je ne voulais pas gêner. Puis il commence déjà à fermer certaines parties du temple malgré tout. Donc voilà, j'ai dû commencer plus tôt. Bien sûr, vous pouvez voir le replay. Hein. Et si, de toute façon, si vous avez aussi la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Je suis disponible pour ça, avec plaisir, que ce soit sur le bouddhisme, le Jodo Shinshu, le temple en lui-même. Ce sera avec grand plaisir, il ne faut pas hésiter. Voilà. Il vient d'allumer les lanternes. Waouh, c'est joli. Et d'ailleurs, je peux vous parler un petit peu de ma cérémonie. Justement, moi, un des éléments qui m'a le plus marqué quand je suis devenu moine, donc j'étais en principe particulièrement dans ce temple-là, et dans ce bâtiment-là. Et du coup, en fait, on était enfermés dans ce bâtiment-là avec quasiment toutes les lumières éteintes, à l'exception de quelques bougies. Et on est resté pendant plusieurs minutes comme ça dans le temple fermé, complètement fermé, avec juste la lumière des bougies au petit matin. Et ça créait une atmosphère de recueillement qui était vraiment incroyable. Et en fait, d'un coup, une fois qu'on a pris nos vœux de moines, d'un coup, en fait, des moines sont arrivés et ils ont ouvert en grand toutes les portes. Et d'un coup, une lumière incroyable est rentrée dans ce temple-là. Et ça crée un espèce
d'effet mental qui est incroyable de passer de cette atmosphère de recueillement, de côté sombre et tout, à d'un coup passer à la lumière éclatante. C'était vraiment quelque chose qui, moi, m'a beaucoup marqué à ce moment-là. Et voilà, j'aurais malheureusement probablement pas l'occasion de revivre ça parce que c'est très spécifique à cette cérémonie qu'on appelle Tokudo, donc le moment où on devient officiellement moine. Il y a un contre-jour ici, si Ah on ouais. peut se mettre ailleurs peut-être. Mhm. Il y a Sabine qui vient d'arriver aussi. Ah bah, coucou Sab. Donc voilà, je m'excuse, effectivement j'avais dit 4 heures mais j'ai dû commencer un petit peu plus tôt pour des raisons pratiques. Et donc là vous voyez il y a un bâtiment qui est en travaux en fait parce qu'ils sont en train de préparer le 850e anniversaire de Shinran, fondateur, donc il y a du taf qui est en cours. Et donc oui, j'ai pas précisé, mais le temple est accessible aussi aux personnes qui sont en fauteuil. Ça c'est bon à savoir. Il y a des rampes qui permettent d'accéder aux différents halls. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Tout le monde peut vraiment accéder. Ah, dis-moi. Ma Flamand Rose qui dit, tu as parlé d'un manga BD sur Shinran. Est-ce que c'est en anglais ou seulement en japonais? Il est en anglais. Il y a un manga en 3 tomes sur Shinran qui est en anglais. Ouais. Qui est disponible dans la boutique du temple. Je l'ai vu, ils avaient plusieurs tomes. Donc je vous invite à le lire, ça rend la vie de Shinran accessible. Si vous voulez en savoir plus sur la vie de Shinran Shonin, il y a 2 livres que je vous conseille. Alors le premier, je vais faire mon autopub, j'ai écrit du coup un livre sur le Shoshinge où je présente un peu sa vie. Mais vraiment, si vous voulez sa biographie, le livre le plus complet, le meilleur, c'est le livre du révérend Jérôme Ducor, qui s'appelle Shinran, un réformateur bouddhiste dans le Japon médiéval, qui est vraiment une des meilleures biographies qui existent sur Shinran, qui a été d'ailleurs récemment, donc qui est en français de base, hein, qui a été récemment traduit en anglais, tellement le livre est important et intéressant. Donc c'est un très bon accès à Shinran et à sa doctrine. Donc voilà, je vous le conseille particulièrement. Il y a Jardin qui demande, est-ce qu'il y a un jardin permanent dans ce temple? Alors oui et non. En fait, il y a un jardin qui est affilié à ce temple-là, sauf qu'en fait, il n'est pas dans, on va dire, l'enceinte du temple directement. Il est un tout et il est affilié au temple, effectivement. Mais c'est juste que là, il n'y avait pas la place de le mettre ici. Enfin, on aurait pu, mais ça devenait compliqué. Donc effectivement, il y a un très beau jardin qui est donc à quelques rues d'ici, affilié au temple. Et ils sont en train de faire des illuminations. Enfin, ils vont les commencer, je crois, à partir du 16 novembre. Donc ça peut être aussi l'occasion de le visiter de nuit. Donc ça peut être très bien. Peut-être un petit point qui pourrait être intéressant, c'est vrai que j'en ai pas trop discuté, c'est la raison, bon, ceux qui suivent mes lives connaissent, mais la raison pour laquelle j'ai choisi le Jodo Shinshu, en fait, pourquoi j'ai choisi cette branche particulièrement? Eh bien tout simplement parce qu'en fait c'est une branche qui a cette possibilité, comme je disais au tout début, le fait qu'on puisse se marier, qu'on puisse avoir qu'on puisse avoir une vie de famille, qu'on puisse avoir une vie normale en fait. C'est quelque chose moi qui m'a parlé parce que ça me permettait d'aller de certaine façon au bout de la voie bouddhiste tout en restant une personne qui vit avec les gens normaux comme les gens normaux. Et il y a un côté du coup qui est très égalitaire dans le Jodo Shinshu. On n'a pas de maîtres qui sont vraiment au-dessus les uns des autres. Est-ce qu'on pourrait aller à un autre endroit? Ouais. On va considérer en fait que, eh bien, il y a effectivement des gens qui sont meilleurs que nous, mais on va les prendre comme modèle. Ils ne vont pas être hiérarchiquement réellement supérieurs à nous. Ah oui, ils sont en train de fermer le temple tranquillement. On va revenir on va refaire le tour par là-bas. Ça on sera un peu au calme et puis ça vous montrera la suite un peu du temple. Alors je suis désolé pour les gens de porte qui ferment. On va avancer tranquillement.
là, ce petit corridor, en fait, il nous permet de revenir vers l'accueil du temple. Regardez là, on peut voir la taille des portes qui se ferment. Par rapport au monsieur, ça donne vraiment un aperçu de la taille. On va pas trop le filmer lui, mais voilà, ça donne un aperçu de la taille du temple, la taille des portes. Oui, dis-moi. Ça va là? Jardinité qui demande si un jour tu comptes streamer justement dans le jardin. C'est quelque chose que je pourrais faire. C'est vrai que là, j'ai pas prévu de le faire cette fois-ci. Normalement, je pense qu'il n'y aurait pas de problème particulier à le faire. Donc ça pourrait être effectivement quelque chose de sympa à faire pour une autre fois où je reviendrai à Kyoto. Et en fait, pour la petite anecdote, je n'ai jamais pris le temps d'y aller, bizarrement. En fait, à chaque fois, je me dis, oh, faut que j'aille voir ce jardin. En fait, je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Donc moi, j'aimerais le découvrir aussi. Donc voilà, on va peut-être voir si on arrive à y aller pendant les illuminations. Ce sera globalement un de nos derniers jours à Kyoto. Donc si on y arrive, ce serait super. Vers le 17. Ouais, c'est ça, vers le 16-17. Donc ouais, ce serait intéressant. Mais là, pas pour le live, parce que avec les illuminations, je pense qu'on verra pas grand-chose sur Twitch. Ouais. Et il y a combien de moines qui vivent dans le temple? Alors c'est une bonne question. En fait, il y a peu de moines qui vivent réellement ici, dans le sens où en fait, nous, on a tous une vie de famille. En fait, les personnes qui viennent ici travaillent ici, en fait, mais ne vont pas forcément vivre ici. La seule un peu exception, ça va être surtout, je pense que, je ne sais plus si le chef de l'organisation, je crois, habite ici. Et sinon, en fait, il y a tout simplement les personnes qui vont faire des retraites dans le bâtiment à côté, où eux, ils vont rester le temps de la retraite. Mais voilà, la plupart des gens, en fait, ce sont des personnes qui viennent travailler ici. Ce n'est pas un monastère ici. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est un temple, ce n'est pas un monastère. Donc on n'a pas réellement de moines, entre guillemets, résidents. On est juste des personnes normales qui du coup, réalisent ces rituels dans le temple. Mais ce n'est pas un monastère. Juste quelle heure il est? Qu'est-ce que moi, juste que je Il pas est compte. 16h10. Ok, on a encore un petit peu de temps. Mais après, je ne veux pas abuser non plus du temps, comme ça fait. Comme là, c'est en train de. Ça ferme tranquillou. Et pour la petite histoire, je me suis un peu loupé moi-même au niveau des horaires. Parce qu'en fait, le temple ferme 1 heure plus tard jusqu'au 30 octobre. 31 octobre. Du coup, je me suis trompé à partir du 1er novembre. Attention, Raph à la tête. À partir du 1er novembre, en fait, le temple ferme 1 heure plus tôt. Donc moi, je pensais avoir effectivement le temps. Et je suis désolé, je me suis fait un petit peu avoir par ces horaires, les changements d'heure. Mais au moins, ça permet déjà d'avoir un bon aperçu, je pense, de ce temple et de ses spécificités. On va pouvoir faire un petit plan, effectivement, après, sur les bâtiments en eux-mêmes. Faire très attention à sa tête. Et donc, pour information, sur la gauche, on a aussi une galerie qui est en accès libre, pareil, c'est gratuit. Donc, ils vont y exposer certaines œuvres. Ici, on a notamment un portrait de Shinran Shonin. Voilà. Il ferme à 4 heures, donc c'est fermé normalement. Mais voilà, ça permet de. Vous pouvez aller le visiter à nouveau, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. N'hésitez pas. Ça vous donnera un petit peu de contexte sur ce qui se passe dans le temple. Oui, dis-moi. Parce que les prêtres Jodo Shinshu ne suivent pas la vie à Ouais, les préceptes, ouais. C'est plus rare qu'ils vivent. Est-ce que c'est plus rare qu'ils vivent dans un monastère Oui. ou est-ce qu'il y a quand même des monastères où vivent des communautés? Non, on n'a pas en fait, techniquement, on n'a pas de monastère dans le Jodo Shinshu parce qu'en fait, on vit au milieu des gens normaux comme des gens normaux. Donc en fait, ça a toujours été des temples dans lesquels les temples en fait, sont tenus par des familles et les familles vivent dedans. Donc on n'a vraiment pas ce concept de vivre coupé du monde qu'on pourrait retrouver dans un monastère. Nous, c'est vraiment ce côté-là est vraiment important et en fait, il est présent dès en fait, le fondateur Shinran Shonin qui à un moment comme le mouvement auquel il participait avec son maître Ronen était un petit peu trop novateur, entre guillemets, les écoles traditionnelles ont fait pression, il a fini par se retrouver du coup exilé, il a perdu son statut de moine. Et il s'est dit, effectivement, puisque mon statut de moine m'a été enlevé, et que je me retrouve à vivre avec les gens du commun, mais que la seule chose que je sais faire, c'est être un moine, et bien en fait, il a commencé à enseigner le bouddhisme tout en vivant au milieu des gens normaux. Et c'est là aussi où il s'est rendu compte qu'en fait, les gens normaux ne pouvaient pas suivre les préceptes bouddhistes parce que bien, ils avaient besoin de vivre comme des gens normaux, tout simplement, qu'il avait eu un peu une vie de privilégié dans les monastères. Et donc ça s'est ensuite transmis derrière et c'est devenu une spécificité du Jodo Shinshu. Toutes les autres écoles à l'époque médiévale étaient normalement obligées de suivre les préceptes bouddhistes, le Vinaya. Et seul le Jodo Shinshu avait cette exception qui autorisait ses prêtres à se marier et à vivre comme des gens normaux. Jardin de thé demande est-ce qu'il y a des reliques sacrées dans ce temple? Alors, pas dans celui-ci. On a des reliques de Shinran, mais dans un autre temple.
Ok. On va se rediriger tranquillou. Je pense qu'on va remettre nos chaussures puis on va regarder un petit peu l'extérieur après. Oui, on voit bien la tour de... Ça c'est intéressant, on voit bien la tour de Kyoto derrière qui fait un contraste intéressant entre la... On voit la porte principale qui est une des plus belles portes de Kyoto, hein, elle est magnifique. Et avec derrière la tour de Kyoto qui est pareil, ce bâtiment, un des bâtiments emblématiques de Kyoto. D'ailleurs, hein, depuis la tour de Kyoto, vous avez une très belle vue sur le haut du Higashi Onganji. C'est très joli. Et Amandine qui dit « Je me réjouis de découvrir la semaine prochaine avec les Usagi. » Oui, c'est clair, je vous ai un peu spoil, mais voilà, on aura l'occasion de rediscuter d'un peu tout ça. C'est pas pareil en vrai. C'est puis eux, complètement ils auront accès, différent. Ouais. Normalement, à ouais. d'autres, Ouais, j'espère que cette fois aussi, mais en tout cas, c'est très différent de le vivre en vrai. L'idée, c'est en fait, moi, je veux surtout vous donner envie de venir voir par vous-même, de venir découvrir ce temple par vous-même. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Complètement. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions que vous souhaitiez poser tant qu'on est là? Il y a Sushimaki Anne qui dit c'est vraiment formidable, on est dedans. Ah ouais, ça me fait plaisir, je suis content. C'est vraiment un peu un privilège aussi de pouvoir filmer comme ça dans ce temple-là. C'est l'avantage aussi d'avoir été ordonné là. Et puis c'est vrai que je remercie le temple mère qui m'autorise à faire ça. C'est quand même là-dessus, j'ai quand même beaucoup de chance. Il y a Brigitte qui demande ça a mis combien de temps avant que tu sois ordonné bonze? Alors moi j'ai commencé à étudier le Jodo Shinshu. Honnêtement, c'est difficile à me rappeler exactement à partir de quand je me suis dit ok, j'ai envie de vraiment commencer à étudier sérieusement cette voie-là. Mais je pense, de mémoire, on devait être peut-être en 2013 dans ces zones-là, je crois. Et j'ai commencé à vouloir devenir bonze, à en parler en 2018, donc à peu près 5 ans plus tard. Et en fait, j'ai pu devenir bonze en 2022. Donc, en fait, à peu de choses près, j'ai plus les dates en tête exactement, mais je crois que vraiment entre le moment où j'ai commencé à étudier le Jodo Shinshu et le moment où je suis devenu bonze, il s'est écoulé quasiment 10 ans entre les deux. Et en ces 10 ans-là, j'ai rencontré plein de gens, j'ai pu étudier à Kyoto, j'ai rencontré mon sensei qui est à l'université Otani, donc l'université qui est liée ici au Jodo Shinshu. J'ai lu plus d'une centaine de livres sur le Jodo Shinshu et sur d'autres écoles bouddhistes. Donc voilà, il s'est écoulé pas mal de choses. Ensuite, j'ai eu l'occasion de suivre un entraînement spécifique. Voilà, ça ne s'est pas fait comme ça. Parce qu'en fait, le processus pour nous autres occidentaux est un petit peu bizarre, vu qu'on ne peut pas suivre les cours en japonais. Du coup, eh bien, ils ont dû trouver une autre solution. Et donc, ça s'est vraiment fait par des rencontres, par la validation en fait via d'autres moines qui se sont dit ok, ben, du coup on estime que Greg maintenant, en 2022, il est à peu près ok pour être moine. On va le former encore un petit peu plus précisément sur tout ce qui est les chants qui ont lieu pendant les rituels. Et ensuite il pourra avoir donc, ce qu'on appelle le Tokudo, donc cette cérémonie où tu te rases le crâne et tu deviens officiellement moine. Et ça, Tokudo, en fait, c'est vraiment le tout premier niveau. Derrière, pour pouvoir avoir son propre temple, il faut passer à un niveau dessus qui s'appelle Kyoshi. Et là, du coup, pour faire ça, il faut faire une retraite et il faut continuer à étudier. Ça, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, il y a d'autres moines qui sont en train de me former en ce moment pour ça. Et donc, est-ce que tu avais dû rester dans le monastère pour être bonze? Non, effectivement, la cérémonie pour le Tokudo est une cérémonie relativement courte qui se fait sur une matinée avec une demi-journée avant de préparation. Donc, c'est vraiment une cérémonie courte en elle-même. C'est vraiment la préparation avant qui prend du temps. Et ensuite, c'est vraiment pour le niveau du dessus que là, effectivement, on passe du temps dans le temple. Ouais. Effectivement. Et Pauline demande, est-ce qu'il y a des salles ou des hôtels dédiés à d'autres Bouddhas ou Bodhisattvas que Amida? Ou bien est-ce que seul Amida a des hôtels consacrés dans les temples Jodo Shinshu? Dans le Jodo Shinshu, tu trouveras que des hôtels pour Amida. Après, il y aura des hôtels pour les des petits hôtels pour les différents maîtres, et pour Shinran Shonin, Rennyo Shonin, les 7 patriarches. Mais vraiment, en termes de Bouddha, Bodhisattva, eh bien, il n'y aura que Amida. Voilà. Ouais. Je pense qu'on va arrêter là, peut-être pour pas déranger trop tant que ça fait. On peut prendre quelques questions hein, s'il y en a. Il y a Plume qui demande pourquoi une aussi grande surface si ce temple n'abrite pas de monastère? Qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur des bâtiments? Eh bien, en fait, ce temple, il est aussi grand que ça parce que, eh bien, historiquement, il accueille énormément de gens. Le Jodo Shinshu, en fait, c'est la plus grande école en termes d'adhérents bouddhistes du Japon. Rien que
Rien que le Higashi Onganji, en fait, lui-même a plus de, je crois si je dis pas de bêtises, plus de 8000 temples qui lui sont affiliés. Et donc, surtout pour les grands événements comme les anniversaires de mort de Shinran, par exemple, il y a énormément de gens qui viennent se réunir dans ce temple-là. Donc, en fait, ils font un hall qui soit suffisamment grand pour accueillir en fait toutes ces personnes qui viennent se recueillir dans ce temple-là. Donc, c'est pour ça, en fait. C'est vraiment pas un monastère, c'est un hall pour que les gens viennent se recueillir. C'est ça qui est important, en fait. Et derrière, à l'intérieur, du coup, effectivement, vous pouvez voir sur le début du replay, on a vu un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a effectivement les différents patriarches, il y a la statue d'Amida, mais une grande partie de la surface, elle est là pour accueillir les gens qui viennent se recueillir. Est-ce que des fêtes comme, je suis désolée pour le mot, Vesak, oui. Ou bien Obon, oui. Oui, c'est des fêtes qui sont célébrées ici aussi, ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est des fêtes qui sont importantes pour toutes les traditions bouddhistes, celle-ci, le jour de Shinshu inclus, en effet. Ouais. Il y a Dagdag qui dit qu'il n'y a plus qu'à aller voir ça par soi-même. Ouais, bah, j'espère qu'un coup à Dagdag on aura l'occasion d'y aller ensemble, ce serait une bonne expérience. En plus maintenant que tu as eu le Kikyoshiki, ce serait quand même cool. Ce serait un truc à faire. Organiser un groupe spécial pour aller au Japon ensemble et visiter les lieux liés à l'histoire de Shinran, ce serait incroyable. Complètement, ouais. Voilà. Est-ce qu'on s'arrête là du coup? Est-ce que vous avez encore quelques autres questions? Attends un petit peu. Dagdag dit que ce serait trop tôt. Ah ouais, à fond. Et Morgane qui dit merci de nous faire visiter. Et merci à Sophie pour la caméra. Oui, merci à Sophie pour la caméra, merci à Raph aussi qui filme à côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il y a Éponyme qui dit bah, objectif Shinran. Ouais, c'est ça, complètement. Complètement. Ok, bon écoutez, je pense qu'effectivement on va s'arrêter là comme ils ont annoncé que le temple fermait dans 10 minutes. Je ne veux pas abuser, en plus il y a le staff qui m'accompagne, je ne veux pas abuser non plus de sa patience. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce live. Je suis désolé d'avoir commencé plus tôt que prévu, mais c'était justement pour avoir le temps de vous montrer des choses avant que ça ferme. C'est un peu, voilà, je suis désolé. Voilà, vous pourrez regarder le replay avec plaisir, vous verrez, c'est vraiment très joli. Merci beaucoup du coup, au staff qui m'accompagne et merci du coup, à vous deux pour avoir filmé, hein, Raph et Sophie. Et puis au chat, je vous souhaite une très très bonne journée, parce que vous c'est le tout début de la journée, nous on approche doucement de la fin, il va bientôt faire nuit. Et voilà, puis on se dit à tout bientôt. Peut-être demain au Kozanji, si j'arrive à filmer, on va voir, parce que je ne sais pas si mon Wi-Fi tiendra le coup là-haut. Donc voilà, j'ai mis les horaires, mais si vous ne me voyez pas en live, c'est juste que le Wi-Fi ne marche pas suffisamment dans la montagne. Je vais devoir monter là-haut. Mais voilà, sinon, en tout cas, j'espère que ce live vous aura plu. Et je vous souhaite du coup de passer une très très bonne journée. À tout bientôt. Bye bye. Et je vais terminer juste par le Nembutsu. Bye.